Bonsoir les coronavirés, saison numéro 2, on est toujours à la partie mécanique, ici, on entame le deuxième chapitre, on a vu le premier chapitre qui était les formules de composition des vitesses, composition des accélérations référentielles non galiléennes. On va maintenant voir les applications de ce petit chapitre-là. On va essayer de voir comment devient le PFD, comment est transformé le théorème du moment cinétique et les notions d'énergie dans un référentiel non galiléen, puis on appliquera tout ça dans une deuxième partie. Donc premièrement, théorème de la résultante cinétique. On se rappelle que dans un référentiel galiléen, somme des forces extérieures égale à M1. A étant l'accélération absolue, c'est-à-dire l'accélération de M dans R. Si on utilise les formules de composition des accélérations, on a vu que l'accélération absolue, c'était l'accélération relative, plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération complémentaire, égale somme des forces. Donc bien évidemment, si on écrit le PFD dans le référentiel R', on aura M fois l'accélération relative, qui fera la somme des forces extérieures, moins MAE, moins MAC. On va poser force d'inertie d'entraînement à la quantité moins MAE, la force d'inertie de Coriolis, moins MAC, ce qui fait qu'on écrira le principe fondamental de la dynamique, théorème de la résultante cinétique, dans le référentiel R' non galiléen, M fois l'accélération, ici, dans le référentiel relatif, M fois l'accélération de M dans R', égale somme des forces extérieures, plus la force d'inertie d'entraînement, plus la force d'inertie de Coriolis, avec la force d'inertie d'entraînement qui est égale à moins MAE, la force d'inertie de Coriolis qui est égale à moins MAC. Bien sûr, vous refixez le chapitre précédent pour vous redonner les expressions de l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis. De la même façon, théorème du moment cinétique. On se rappelle que le théorème du moment cinétique dans le référentiel R, si on a un point A fixe, la dérivée du moment cinétique par rapport à A, qui est la dérivée du moment cinétique ici de AM vectoriel M fois la vitesse dans le référentiel absolu, ici, c'est égal à la somme des moments par rapport à A des forces extérieures. Et bien là, dans votre référentiel R', on écrira que la dérivée du moment cinétique par rapport à A, attention, les vitesses étant prises dans le référentiel relatif, donc AM vectoriel M fois la vitesse relative, la vitesse de M dans R', ce sera de la même façon somme des moments des forces par rapport à A des forces extérieures, mais on va rajouter le moment par rapport à A de la force d'inertie d'entraînement plus le moment par rapport à A de la force d'inertie de Coriolis. De la même façon, la force d'inertie d'entraînement par rapport à A, ce sera au AM vectoriel force d'inertie d'entraînement moins MAE, et le moment par rapport à A de la force d'inertie complémentaire, ce sera AM vectoriel force d'inertie complémentaire, c'est-à-dire moins MAC, avec AE et AC bien sûr à connaître, CF le chapitre précédent. Voilà, théorème énergétique maintenant dans la partie grand 3. Donc grand 3, théorème énergétique. On se rappelle le théorème de l'énergie cinétique, très important en référentiel galiléen. D2EC, variation d'énergie cinétique élémentaire, somme des travaux des forces extérieures. Ici, du coup, théorème de l'énergie cinétique sous forme non infinitésimale, delta EC égale travail des forces extérieures. Si maintenant on est en référentiel non galiléen, on écrira que D2EC', on aura la somme des travaux des forces extérieures et on rajoutera le travail élémentaire de la force d'inertie d'entraînement. De la même façon, delta EC sera égal au travail des forces extérieures plus le travail de la force d'inertie d'entraînement. On peut s'étonner de la disparition du travail de la force d'inertie complémentaire, mais je vous rappelle que la force d'inertie de Coriolis, c'est moins MAC. Et AC, c'est 2 oméga vectoriel la vitesse relative. Bilan, on s'aperçoit que cette force d'inertie complémentaire est à la fois perpendiculaire à l'axe de rotation, mais ça on s'en moque un peu, mais surtout perpendiculaire à VR d'après la définition du point vectoriel. Ça veut dire qu'une force d'inertie complémentaire, comme une accélération complémentaire, est toujours perpendiculaire au déplacement relatif. Donc elle ne travaille jamais, donc on ne la prendra jamais en compte dans le calcul des travaux, ici. On aura la variation de l'énergie cinétique dans le référentiel relatif, qui est égale à la somme des travaux des forces extérieures, plus le travail uniquement de la force d'inertie d'entraînement.
On verra tout à l'heure que si on considère une rotation uniforme à vitesse angulaire oméga égale constante, eh bien, si on fait un bilan d'énergie mécanique, je vous rappelle que l'énergie mécanique en référentiel galiléen, c'est EC plus l'énergie potentielle des forces extérieures conservatives. Et bien là, de la même façon, dans le référentiel relatif, on mettra l'énergie cinétique, l'énergie potentielle des forces extérieures conservatives, et on rajoutera ici l'énergie potentielle de la force d'inertie d'entraînement. Eh bien, on verra tout à l'heure que dans le cas d'une rotation uniforme autour d'un axe, l'énergie potentielle de la force d'inertie d'entraînement, ce sera égal à moins m moins 1,5 de m, oméga carré la vitesse angulaire, ici, de rotation, fois hm. Moins 1,5 de m oméga 2 hm, ici, pour le terme de l'énergie potentielle de la force d'inertie d'entraînement. On y reviendra tout à l'heure sur cette expression-là. Ici, moins 1,5 de m oméga 2 hm au carré. Donc, rayon de la trajectoire, oméga, vitesse angulaire au carré. Voilà, grand 4, on revient sur le caractère galiléen ou non de certains référentiels. Donc, grand 4, on revient sur le caractère galiléen de certains référentiels. Bon, je vous rappelle que par définition, le référentiel absolu, c'est le référentiel de Copernic, qui est le référentiel héliocentrique. Donc référentiel galiléen, bien évidemment, référentiel héliocentrique, référentiel de Copernic. Tous les référentiels animés d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel ici de Copernic sont des référentiels galiléens. Un référentiel héliocentrique, le centre c'est le Soleil, et il pointe, bien sûr, les trois axes pointent vers 3 étoiles fixes. Donc tout référentiel animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Copernic est galiléen. Si on s'intéresse notamment au référentiel géocentrique, donc bien évidemment il a comme centre ici le centre de la Terre, et on aura 3 axes qui vont pointer vers 3 étoiles fixes. La Terre, bien évidemment, décrit autour du Soleil, on le sait, une ellipse. Donc déjà la trajectoire n'est pas une trajectoire rectiligne, et en plus le mouvement de la Terre autour du Soleil n'est pas un mouvement uniforme. Je vous rappelle que bien sûr le mouvement de la Terre autour du Soleil obéit à la deuxième loi de Kepler, donc les surfaces balayées pendant des temps égaux sont les mêmes. Comme des fois la Terre est un petit peu plus éloignée du Soleil qu'à certains moments, bien évidemment le mouvement de la Terre autour du Soleil n'est pas uniforme. Donc à deux titres, bien sûr, le référentiel géocentrique n'est pas galiléen, le mouvement n'est pas tout à fait uniforme, et bien sûr la trajectoire n'est pas une trajectoire rectiligne, c'est une trajectoire elliptique. Si par contre vous étudiez les mouvements, comme on sait que la Terre effectue bien sûr un tour autour du Soleil en 365 jours un quart, si on étudie les mouvements à durée courte devant un an, on pourra supposer en bonne approximation que le référentiel géocentrique est un référentiel galiléen. Ensuite, si on étudie des lancements de projectiles à partir de la Terre, très souvent vous allez voir apparaître ce qu'on appelle les référentiels terrestres ou du laboratoire. Donc on aura des référentiels qui vont avoir une origine ici en un point de la Terre. Bien évidemment, la Terre, en plus, elle tourne sur elle-même en 24 heures, mouvement de rotation. Donc c'est sûr que ces référentiels ne seront pas galiléens. Par contre, bien évidemment, si on considère des durées de lancement de projectiles petits devant une journée, on pourra supposer que ces référentiels terrestres ou du laboratoire pourront être supposés galiléens si les durées des manipes sont petites devant un jour. Grand 5. On revient sur la notion du poids d'un corps. Donc, considérons la Terre de centre T, ici. Prenons un point O à la latitude lambda. Ici, la Terre a un axe de rotation autour de l'axe des pôles. Oméga, ici, dirigé dans ce sens-là, la Terre, elle tourne d'ouest en est. La norme d'oméga, bien sûr, 2π sur T. La Terre effectue donc, ici, un tour en 24 heures. Donc, si on essaye de regarder ici, si on regarde un petit peu par rapport à un référentiel où on placera un axe Z vertical ascendante, un axe, admettons, X tangente à la Terre et un axe Y dirigé vers l'est ici.
donc qui est considéré comme un référentiel non galiléen. Supposons un point M qui est confondu avec le point O à l'instant T. J'applique le PFD, théorème de la résultante cinétique, à ce point M. Du coup, on aura M fois l'accélération relative, donc l'accélération de M dans le référentiel ici terrestre, ici, avec une origine en haut et les trois axes fixes. Les forces extérieures, on va considérer que la force de gravitation, donc exercée par la Terre sur l'objet, plus force d'inertie d'entraînement, plus force d'inertie complémentaire. Ici, le point O est confondu avec le point M, donc il n'y aura pas de déplacement relatif, pas de force d'inertie de Coriolis, moins MAC est nul. Dans la force d'inertie d'entraînement, on a ici l'accélération de O par rapport au référentiel terrestre, ici, qui va intervenir, puisque je vous rappelle que c'est égal à moins MAE. Donc ça nous fera moins M fois l'accélération de O par rapport au référentiel terrestre, plus oméga vectoriel OM, mais O est confondu avec M, ça dégage, plus le dω sur dt vectoriel OM, mais là pareil, la vitesse angulaire de rotation de la Terre sur elle-même, elle est constante. Donc en fait, il nous reste que ce terme-là, moins M fois l'accélération de O dans RT. Du coup, ça nous fait M fois l'accélération de M dans le référentiel relatif, qui sera la force gravitationnelle, mg, ici, plus la force d'inertie d'entraînement, qui est égale à M fois l'accélération de O dans RT. Donc en fait, dans ce terme-là, on voit que vous avez la force gravitationnelle. Bien sûr, cette force gravitationnelle, ici exercée par la Terre sur le point M, qui est dirigée vers le centre de la Terre. Le champ gravitationnel, c'est moins g masse de la Terre divisé, si le point O, bien sûr, est à l'altitude nulle, on a le rayon de la Terre au carré. Ici, le tout selon EZ. La force gravitationnelle est dirigée ici vers le point T selon l'axe OT. Et puis le point O, ici, vous voyez qu'il effectue un mouvement de rotation autour de l'axe, un mouvement de rotation uniforme à rayon, ici, RT, le lambda, vous le retrouvez ici, RT cosinus lambda. Ce qui fait que l'accélération du point O est une accélération qui est centripète, donc la force d'inertie d'entraînement, qui est une force centrifuge. Donc la force d'inertie d'entraînement qui apparaît ici, force d'inertie d'entraînement, qui fait moins M fois l'accélération de O par rapport à RT, qui sera égale à M, le rayon de la trajectoire RT cosinus lambda, oméga 2, et puis on va mettre un vecteur EU, un vecteur ici, qui sera centrifuge. Donc ici, à la force d'origine gravitationnelle, va se superposer une force d'inertie d'entraînement, et la superposition des deux, ici, va vous donner ce qu'on appelle communément le poids. On va regrouper en fait dans les deux termes, dans la force gravitationnelle et dans la force d'inertie d'entraînement, on va regrouper ces deux termes-là pour nous donner le poids qui sera égal à M fois petit g. Donc dans le poids, on aura à la fois le caractère gravitationnel et le terme d'origine inertielle qui va apparaître ici. Le terme d'origine, ici, centrifuge. Vous voyez qu'en fait, il est maximal au niveau de l'équateur. Le terme gravitationnel, de toute façon, il vaudra la même chose, quel que soit le point ici. En norme, bien sûr, la direction est toujours pointée vers T, mais la force d'origine gravitationnelle est tout le temps la même. Par contre, la force d'inertie d'entraînement, elle sera maximale à l'équateur. Dans ce cas-là, la force d'origine gravitationnelle, ici, ça vaudra la masse, RT, lambda vaudra 0 puisqu'on sera au niveau de l'équateur, donc RT, oméga 2. Oméga, bien sûr, c'est 2pi sur 86 400 secondes. Donc du coup, si on regarde la norme de G, elle sera plus petite à l'équateur puisqu'on aura la force d'origine gravitationnelle et bien sûr, on va retrancher la force ici d'origine centrifuge. Donc la valeur de petit g sera en fait minimum à l'équateur. En fait, à l'équateur, on obtient une valeur de g qui est égale à 9,78 mètres secondes moins 2. Par contre, au pôle, bien évidemment, la force d'origine gravitationnelle, c'est la même. Par contre, je n'ai pas de force d'origine centrifuge puisqu'on est sur l'axe des pôles. Donc, dans ce cas-là,
la valeur de G au niveau des pôles, elle est maximale, elle fait 9,833. Donc ça, c'est la dépendance ici des différents termes. Si on regarde un petit peu et on compare les différents termes, on s'aperçoit qu'en fait, le terme ici d'origine inertielle, ici, donc d'origine centrifuge, on s'aperçoit qu'au maximum, à l'équateur, RT, si on met bien sûr à l'équateur lambda vaut 0, cos lambda vaut 1, le RT oméga 2, le maximum est égal à 0,0339 mètres secondes moins 2. À comparer bien sûr avec le terme gravitationnel, qui est de l'ordre bien sûr de 9,8, de 10, vous voyez qu'au maximum, le terme d'origine inertielle, il représente 0,3% de la valeur du terme gravitationnel. Du coup, en fait, on s'aperçoit que là, j'ai fait une représentation où j'ai mis le terme gravitationnel, le terme d'origine inertielle, mais le terme d'origine inertielle ne représentant qu'au maximum que 0,3% du terme gravitationnel. En fait, on s'aperçoit que le poids, il est quasiment confondu avec la verticale du lieu. En fait, l'angle maximum entre ici petit g et grand G est au maximum de 6 minutes d'angle. Donc très souvent, les exercices, on fera là aucune différence en fait entre le terme gravitationnel et le terme ici addition des deux, gravitationnel et inertiel. En fait, on considérera que petit g est quasiment dirigé selon l'axe dirigé par le terme gravitationnel. Enfin, ici, un dernier point. Si on revient un petit peu sur les potentiels gravitationnels et centrifuges, donc si on s'intéresse à la force d'origine gravitationnelle, bien sûr c'est égal à moins G mt ici divisé par R carré EZ ici. Donc en fait on s'aperçoit ici que ça donnera naissance à un potentiel gravitationnel sachant que F égale moins gradient de Vg. Donc on aura quelque chose du type moins Gmt sur petit r. La force d'inertie d'entraînement, on l'a vu tout à l'heure, c'est égal à M moins MAE, c'est-à-dire M RT cosinus lambda oméga 2 EU. Donc le terme d'origine inertielle, ici, qui va être imposé, de la même façon, ça nous fera ici moins 1,5, ici, sur cette expression-là, donc de RT carré cos carré lambda oméga 2. Donc du coup, du potentiel gravitationnel, on va sortir l'énergie potentielle de gravitation, donc moins GMT, la masse, divisé par petit r. Et là, on sortira une énergie potentielle de la force d'inertie d'entraînement qui fera moins MA2 de M RT carré cos carré lambda oméga 2. C'est le terme que je vous avais balancé en première partie. Voilà. Et ça, il faudra l'inclure dans l'énergie mécanique, en plus de l'énergie cinétique, en plus de l'énergie potentielle des forces extérieures conservatives, il faudra ajouter ce terme-là. Deux remarques que je voudrais ajouter. Je vous ai dit tout à l'heure que la valeur de G sur la Terre due à l'attraction ici des objets sur la Terre, l'ordre de grandeur de G, c'est 9,8. Sur la Lune, bien évidemment, la masse de la Lune étant moins conséquence, on a une valeur de G sur la Lune, G au sol, qui est de 1,62 mètres secondes moins 2. La valeur de G sur la Lune est 6 fois plus faible que la valeur de G sur la Terre. C'est pour ça qu'à même masse, le poids sur la Lune est 6 fois plus petit que le poids sur la Terre. Dernière chose également, bien sûr, on voit que la valeur du poids varie en fonction de la latitude, non pas par le terme gravitationnel, mais par le terme inertiel. On a bien sûr, à cause du terme gravitationnel, une dépendance ici du poids avec l'altitude, bien évidemment, puisque on sait que la force d'origine gravitationnelle, c'est égal à moins GMT sur la distance petit r au carré, donc rayon de la Terre plus h au carré, EZ. Donc ici, si on regarde un petit peu ce qui se passe au sol, donc en h égale à 0, ça nous fera moins GMT sur RT carré, EZ. Donc si on prend la force gravitationnelle exercée à l'altitude h, je peux mettre moins GMT sur RT carré en facteur, ça nous fait 1 plus ici
H sur RT au carré EZ. Donc là, on voit bien sûr apparaître la valeur de cette force au niveau du sol, ici, moins GMT sur RT carré. Si on se déplace à une hauteur H qui est petite devant le rayon terrestre, 6300 km, donc même allez, on va au sommet de troposphère à 10 km, on peut supposer que H est très très petit devant RT, ça nous fera 1, donc là on se retrouve avec du 1 plus epsilon puissance moins 2, donc 1 moins 2H sur RT. Voilà, on retrouve la valeur de G ici au niveau du sol. Bien sûr, cette force, vous rajoutez la masse de l'objet considéré. Donc, vous avez la valeur de cette force au niveau de l'altitude nulle. Et donc, à partir de cette valeur-là, pour des hauteurs petites, donc on pourra mettre une expression sous la forme 1 moins 2H sur R en faisant le développement limitant, supposant que H est très très petit devant RT. Voilà pour la valeur de G. Le poids, attention, dépend du terme gravitationnel et du terme inertiel, avec une valeur du terme inertiel la plus grande possible au niveau de l'équateur, puisque là on s'aperçoit qu'un point au niveau de l'équateur effectue bien sûr 2 pi fois le rayon terrestre en 24 heures, alors qu'un point sur l'axe des pôles ne tourne pas. Donc variation du poids en fonction de la latitude à cause du terme inertiel, par contre variation en fonction de l'altitude à cause du terme gravitationnel. Voyons maintenant dans une autre partie la dynamique, les problèmes de dynamique en référentiel terrestre. Donc grand 5, avant-dernière partie. Donc dynamique, ici grand 6, dynamique en référentiel terrestre. Voilà, reprenons l'exemple de la Terre, de centre T. Prenons toujours pareil à la latitude lambda un point O. Plaçons-nous dans un référentiel ici terrestre de centre O, toujours pareil, axe des Z vertical vers le haut, très souvent utilisé, l'axe X tangent ici à la Terre et un axe Y dirigé vers l'Est. Je vous rappelle que la Terre, ici, l'axe de rotation, l'axe des pôles, tourne d'ouest en est. Donc si on prend ici et on étudie les phénomènes de dynamique en référentiel terrestre, vous allez voir que les exercices qui vont intervenir seront toujours relativement classiques. On va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel terrestre qui est non galiléen. Donc on aura m fois l'accélération de m dans le référentiel R' qui sera le référentiel terrestre. On mettra les forces. Souvent, bien évidemment, on aura la force gravitationnelle qui va intervenir, la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Très souvent dans les exercices, la force gravitationnelle et la force d'inertie d'entraînement, on va les regrouper ici dans le poids. Donc m fois petit g en incluant force gravitationnelle et force d'inertie d'entraînement dans le même terme. Et on aura par contre la force d'inertie complémentaire si vous prenez un objet qui n'est plus confondu avec O. Et donc là, on aura ici moins MAC, c'est-à-dire moins 2m oméga vectoriel de la vitesse relative. Et après, vous serez chargé d'utiliser bien sûr ce PFD, le projeter sur les trois axes pour trouver l'équation du mouvement. Les exercices qui vont intervenir de manière très importante d'application de cette force de Coriolis, ce sera l'étude de la déviation des objets en chute libre vers l'est. Ça, c'est un exo qui va revenir très très souvent. Le pendule de Foucault, un pendule qui est accroché au sommet du Panthéon. Et là, on s'aperçoit que normalement, un pendule, il oscille dans un plan vertical. Comme la Terre est en rotation, eh bien, le plan du pendule évolue au cours du temps. On expliquera également, grâce à cette force de Coriolis, le déplacement et le sens de déplacement des courants marins, des vents dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Vous verrez que les anticyclones et les dépressions ne tournent pas dans le même sens dans les deux hémisphères. Et nous, bien sûr, c'est très très important de regarder bien sûr les sens de rotation pour avoir l'effet des dépressions ou des anticyclones sur notre climat, par exemple en France. On est par exemple très très souvent soumis à la dépression d'Islande, aux anticyclones de Sibérie et des Açores. Plutôt Sibérie l'hiver, donc il va nous ramener très très souvent de l'air froid. Et par contre, l'été, on sera soumis très souvent à l'anticyclone des Açores qui est au large du Portugal, qui va nous faire remonter de l'air chaud. Voilà. Vous regarderez en exercice tout ce qu'on peut vous demander un petit peu là-dessus. Je jette juste un petit coup d'œil sur l'histoire de la déviation vers l'est. C'est un objet en chute libre. Donc si on prend un objet par exemple de hauteur h
ici situé sur l'axe des Z. Si on étudie un petit peu son mouvement, eh bien on pourra écrire que m fois donc x point point prime, y point point prime, z point point prime, ici. Donc G, bon, on ne va pas chipoter, on sait qu'il y a le terme gravitationnel, force, le terme inertiel, mais on a dit que en fait, l'angle d'inclinaison entre G et la force gravitationnelle quasiment confondue, la force inertielle est très très petite, donc on va supposer que l'on ait G uniquement selon Z, moins 2m, oméga, ici, on retrouve l'axe lambda ici, l'axe oméga, donc rotation de la Terre sur elle-même, si je la projette selon x, selon y, selon z, je vois que oméga selon x, ça nous fera moins oméga cosinus lambda, rien en y, et sur z, ça fera oméga sinus lambda, vectoriel, la vitesse relative, ici, on aura 0, 0, z point. Si on projette tout ça, bon, la masse, on peut la faire disparaître, on s'aperçoit que x point point prime, donc j'ai 0 sur bien sûr le poids, et selon x, ici, on n'a rien du tout. Selon y point point prime, bien sûr, je n'ai pas d'effet du poids, et là, on va se retrouver avec moins 2 oméga cos lambda z point, et z point prime égale moins g. On intègre deux fois la relation selon z, on va obtenir z point prime égale moins gt, et z prime moins 1 demi de gt2 plus h, classique comme oméga, ici, qu'on a vu dans un référentiel galiléen. Par contre, on s'aperçoit d'une chose étonnante, c'est qu'on a de l'accélération selon y. Donc si on intègre une première fois, puisque là j'ai y point point prime, ça nous fera ici moins 2m oméga, puisque z point prime, bien sûr, c'est égal à moins gt. Donc le moins va disparaître. Donc ça nous fera 2 oméga cos lambda. Je remplace z point par moins gt, ça nous fait gt. Et donc y prime, ici, si on intègre cette relation-là, ici, si on l'intègre, cette relation-là, donc ça nous fait l'accélération. J'ai remplacé le z point par sa valeur. Donc y point prime, ça nous fera oméga cos lambda gt carré. Et y prime, ça fait oméga cos lambda gt cube sur 3. On s'aperçoit que le terme qui est devant ici, oméga, cos lambda, lambda est compris entre 0 puis sur 2, cos lambda sera toujours positive, ici, petit g, t cube sur 3. On s'aperçoit que la valeur de y', elle est positive. Comme l'axe des y est dirigé vers l'est, en fait, quand l'objet va descendre en chute libre, il y a bien sûr un mouvement vertical, mais en plus, à cause de la force d'inertie de Coriolis, on aura un déplacement de l'objet vers l'est. Alors, quand on fera les applications numériques, même avec des hauteurs de chute de 150-200 mètres, on va s'apercevoir que ce terme-là, il est très très petit. C'est très difficile à mettre en œuvre. En fait, on s'apercevra très très souvent que s'il y a un petit peu de vent qui est présent, par exemple, l'effet du vent va être colossal par l'effet de déplacement par la force d'inertie de Coriolis. Et ce déplacement sera très très peu sensible. On verra les déplacements, c'est de l'ordre du millimètre, du centimètre sur 150 à 200 mètres. C'est très très difficile à mettre en pratique. Voilà, dernière partie, grand 7, voyons ce qu'on appelle les effets de marée. Voilà, cet exo-là, vous allez le reprendre très très souvent, vous allez voir sur la déviation vers l'est. Vous projetez sur les trois axes et puis vous ferez les applications numériques pour voir un petit peu la déviation des différents objets. Donc dernière partie sur les effets de marée, rebelote, la Terre, deux centres T par exemple, et on va étudier des mouvements ici de différents corps par rapport à la Terre. Donc là, ici, on supposera que le référentiel terrestre est un référentiel non galiléen. Donc m fois l'accélération de m par rapport au référentiel terrestre, bien évidemment. On aura l'ensemble des forces, donc les forces gravitationnelles. Donc par exemple, force gravitationnelle exercée ici par la Terre sur m, les forces gravitationnelles exercées par les astres sur m, ici. La force d'inertie d'entraînement, ici. Donc m fois l'accélération d'entraînement, plus la force d'inertie complémentaire exercée sur le point M quelconque.
dans l'accélération d'entraînement, donc il y aura l'accélération, puisque ici, je vais tout calculer par rapport au référentiel, ici, géocentrique. Donc ça nous fera l'accélération de la Terre par rapport au référentiel de Copernic, ici. On aura le terme en moins ω2 hm qui va intervenir. Et dans la force d'inertie complémentaire classique. Donc du coup, je peux écrire que m fois l'accélération dans le référentiel terrestre, ce sera m fois l'attraction de la Terre sur le point M, plus m fois l'attraction des astres sur le point M, ici, moins m fois l'accélération de la Terre dans le référentiel de Copernic, plus m ω2 hm, plus la force d'inertie complémentaire. Essayons d'obtenir l'accélération de la Terre dans le référentiel de Copernic. Donc là, le référentiel de Copernic est un référentiel galiléen. Donc si j'applique le PFD lié à la Terre dans le référentiel de Copernic, j'aurai la masse de la Terre fois l'accélération de la Terre, ici, dans le référentiel de Copernic, égale somme des forces appliquées à la Terre. Donc là, on aura la force gravitationnelle exercée par les astres, ici, sur la Terre. Donc mt se simplifie. Donc on voit que l'accélération de la Terre par rapport au référentiel de Copernic, c'est en fait g des astres sur la Terre qu'on peut replacer ici. Donc ça nous fait m fois l'accélération de m dans le référentiel terrestre, m fois l'attraction exercée par la Terre sur le point M, plus m fois l'accélération des astres sur le point M, moins ici l'accélération des astres exercée sur la Terre, et puis je remets les différents termes, plus m ω2 hm, plus la force d'inertie d'entraînement. Voilà le PFD, ici, appliqué dans le référentiel terrestre à un objet en M. Eh bien, le terme de marée, ce sera celui-là. On va essayer de l'identifier. C'est en fait ici l'attraction des astres sur le point M, moins l'attraction des astres sur la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle le terme de marée. Bien sûr, les astres qui vont intervenir sur la Terre par rapport aux objets, on va voir que les astres principaux, c'est la Lune et le Soleil. Alors, on va prendre, par exemple, le cas de la Lune. Donc, je vais essayer d'identifier ce terme de marée. Voir un petit peu ici. Je garde uniquement ce terme-là et on va essayer de le paramétrer. Donc, prenons l'exemple de la Terre. Ici, de centre T, je prends un point M, ici, qui va situer, par exemple, sur l'équateur. Prenons l'exemple de la Lune située ici. On voit que la Lune, bien évidemment, va exercer une force gravitationnelle sur le point M. Donc la force gravitationnelle, donc G, exercée par la Lune sur le point M, ce sera ici G, la masse de la Lune. Donc la distance Terre-Lune, on va la noter comme ça, d Terre-Lune, ici, 380 000 km. Donc G, masse de la Lune, distance Terre-Lune. Alors bien sûr, entre L et M, j'aurai distance Terre-Lune moins rayon de la Terre au carré, selon un vecteur E, ici, TL. Donc cette force gravitationnelle, je la place ici. Je place le champ gravitationnel exercé par la Lune sur le point M, GML, sur distance Terre-Lune moins un rayon de la Terre au carré, multiplié par ETL. Bien évidemment, la Lune exerce également une force gravitationnelle sur la Terre. Donc G exercé par la Lune sur le centre de la Terre, ce sera GML divisé par la distance Terre-Lune au carré ETL. On va la mettre un petit peu plus petit, bien évidemment, un petit peu plus petit, puisque la Terre est plus éloignée de la Lune que le point M est éloigné de la Lune. Donc quand on va faire ici GL de M moins GL en T, en fait, quand on va retrancher, vous voyez que par rapport au centre de la Terre, on aura un champ gravitationnel. Ici, quand on va faire donc l'expression de GL, donc là vous avez GL en M sur GL en T. Comme GL en M est plus important que GL en T, en fait, sur ce point-là, tout se passe comme si j'avais un champ gravitationnel qui était dirigé vers la droite. Alors ça se calcule assez facilement, ici, sur ce terme-là. Donc si je fais la différence de G
ml distance Terre-Lune moins RT carré moins GML sur distance Terre-Lune au carré. On va sortir la distance Terre-Lune au carré. Ça nous fait 1 sur 1 moins RT sur distance Terre-Lune au carré moins 1. On développe au premier ordre en supposant que le rayon terrestre est petit devant la distance Terre-Lune. Ça nous fera 1 plus 2 RT sur la distance Terre-Lune moins 1. Ça simplifie, ce qui fait que ça nous fait GML, G masse de la Lune, ici, distance Terre-Lune au carré. Et comme ici, il nous reste 2 RT sur distance Terre-Lune, ça nous fait 2 fois RT sur distance Terre-Lune au cube. Voilà le terme de différence de champ gravitationnel entre la force exercée par la Lune sur le point M et la force exercée par la Lune sur T. Si je prends un point diamétralement opposé, ici, en M', la force ou le champ gravitationnel exercé par la Lune sur le point M', comme ceci. Par contre, la force gravitationnelle exercée par la Lune sur la Terre va être plus importante. Donc là, cette fois, on s'aperçoit qu'en ce point-là, on aura une résultante de la force gravitationnelle, donc du terme de marée, qui va être dirigée vers la gauche. En fait, pour des points qui se situent sur l'axe des pôles, ici, on aura des différences moins importantes, mais pour des points diamétralement opposés sur l'équateur, on aura en fait des forces, ici, ces forces de marée, qui vont agir ici de manière ici antagoniste, qui vont avoir tendance à étirer la Terre, ici, selon l'axe des pôles. Du coup, ça va entraîner une déformation, ici, de la forme de la Terre, qui sera beaucoup plus aplatie au niveau des pôles. On aura tendance à avoir une forme un petit peu allongée de ce type-là. La différence, ici, exercée par la Lune entre ces différents points-là, n'est pas très notable. On s'aperçoit qu'en fait, ici, la différence des deux pour la Lune est de 1. Quand on fait l'application de 2 fois G, la masse de la Lune divisée par la distance Terre-Lune au cube RT, ici, on s'aperçoit que ça, c'est égal à 1,1 10-6 mètres seconde moins 2. Bien sûr, la Lune n'est pas ici le seul astre qui va agir sur des points de la Terre. Le Soleil est également présent. La masse du Soleil est bien plus conséquente que la masse de la Lune, mais le Soleil est beaucoup plus éloigné. En fait, on s'aperçoit que l'effet solaire, on dit toujours à peu près 2 fois moins important que l'effet lunaire. En fait, c'est 2,178 fois moins important. Ça va avoir tendance à déformer le manteau terrestre. Déformé, ici, on s'aperçoit que le rayon est à peu près sur le manteau terrestre de 30 cm plus important au niveau de l'équateur par rapport au pôle. Attention, la Lune et le Soleil peuvent ajouter leurs effets. Donc, quand ils ajoutent leurs effets, ça, on s'en rend compte. On a souvent ce cas-là lorsqu'on aura nos marées d'équinoxe. Donc, plutôt là, on y arrive à peu près aux alentours du 20 mars et du 22 septembre. Donc, sur les marées d'équinoxe, on a des marées de vives eaux, très gros coefficient de marée. Par contre, des fois, le Soleil et la Lune auront des effets qui seront antagonistes. Donc, ça sera plutôt au moment des solstices, solstice d'hiver, solstice d'été, où là, on aura des marées de mortes eaux avec des très faibles coefficients de marée. Ces effets de marée sur le manteau terrestre, on aura une déviation d'une trentaine de centimètres. Sur la mer, par contre, on aura des effets plus conséquents. Tahiti, très peu d'effets de marée, 1 mètre à peu près. Sur le mont Saint-Michel, on aura 10 mètres. Dans la baie de Fundy au Canada, ça peut atteindre 15 mètres. Autre chose également, je vous rappelle que la Lune, elle tourne autour de la Terre. Et en fait, la Lune, elle effectue, bien sûr, ici, elle effectue un tour autour de la Terre, bien évidemment, quasiment en un mois. Mais par contre, la Terre, bien évidemment, elle tourne sur elle-même. Donc en fait, la Terre, elle tourne sur elle-même à peu près en 24 heures. Et en fait, on s'aperçoit que quand elle va avoir tourné de un tour, la Terre, la Lune s'est déplacée d'une petite quantité, bien évidemment, puisqu'elle effectue un mouvement autour de la Terre ici en quasiment un mois. Ce qui fait que la Lune va repasser au-dessus du même méridien en un peu plus qu'un jour. Donc à un jour, 50 minutes. C'est pour ça qu'en fait, comme les marées, on a 2 marées diurnes par jour, bien évidemment, eh bien on s'aperçoit qu'on a des marées qui vont être espacées
de 1 journée 50 minutes divisé par 2, c'est-à-dire 12 heures 25 minutes. C'est pour ça que tous les jours, en fait, les heures de marée ont tendance à se décaler un petit peu. On n'aura pas toujours les marées aux mêmes heures. On sera décalé à peu près d'une demi-heure à chaque marée. Tous les jours, grosso modo, on aura un décalage de la marée qu'on va rencontrer, admettons, l'après-midi, à peu près d'1 heure, à peu près 50 minutes. Voilà. Autre chose également, comme la Terre a cette forme-là, on s'aperçoit que dans la rotation de la Terre, ça aura tendance à la ralentir. À cause de cette forme pas tout à fait sphérique de la Terre, plus allongée au niveau des pôles, on s'aperçoit qu'on a un ralentissement de la rotation de la Terre. C'est pas grand-chose, on est à peu près à 2 millièmes de seconde par siècle. En fait, la Terre, elle effectuait un tour sur elle-même en 15 heures il y a 4 milliards d'années. 22 heures il y a 350 millions d'années. 22 heures, ce qui fait qu'un an, ça durait 400 jours, ici, il y a 350 millions d'années. Donc, on a un ralentissement de la rotation de la Terre sur elle-même. Qui dit rotation de la Terre, ici, qui a tendance à se ralentir, eh bien, par conservation du mouvement cinétique avec la Lune, on s'aperçoit à ce moment-là que la distance Terre-Lune, pour maintenir un R2 θ point égale constante, comme le θ point a tendance à diminuer, eh bien la distance Terre-Lune a tendance à augmenter un petit peu. Et en fait, la distance Terre-Lune augmente de 3,5 cm par an. Voilà ce que l'on constate. Alors, on a des effets un petit peu bizarres. Par exemple, on a un satellite de Pluton qui s'appelle Charon. Et donc, on se rend compte ici qu'en fait, Charon va effectuer un tour sur elle-même. C'est un des satellites de Pluton, comme Pluton. En fait, il tourne ici à la même vitesse. Et maintenant, le mouvement de Charon et de Pluton sont synchronisés. Ce qui fait qu'en fait, la rotation de Pluton sur elle-même correspond à la période de révolution de Charon ici autour de Pluton. Eh bien, nous, un jour, on a déjà la période de rotation de la Terre qui correspond à la période de rotation de la Lune. C'est pour ça qu'on a toujours ce qu'on appelle la face cachée de la Lune. On voit toujours la même face de la Lune. Mais un jour, ici, bon, on ne le verra pas hein, dans des millions et des millions d'années, ce qui va se passer, c'est que la Lune va tourner autour de la Terre avec la même période de révolution que la Terre sur elle-même. En fait, dans des millions et des millions d'années, on s'apercevra qu'en fait, un jour, ici, la position de la journée, la position de la nuit va durer 47 jours. C'est-à-dire que la Lune effectuera un tour autour de la Terre en 47 jours et la Terre tournera sur elle-même en 47 jours. Les deux satellites vont être synchronisés. Dernière chose que je vous ai mis, quelques petits exemples également, ce qu'on appelle la limite de Roche. On s'aperçoit qu'en fait, des objets, sous l'effet de la gravitation, lorsqu'ils seront trop proches, eh bien, la gravitation va l'emporter et du coup, on aura ici les objets qui seront capables de se disloquer. C'est ce qu'on voit par exemple sur un satellite autour de Mars qui s'appelle Phobos, les anneaux de Saturne qui ont tendance par effet gravitationnel, s'ils sont trop proches de Saturne, à se disloquer, un satellite de Jupiter également Io. Cette limite de Roche dans le cas de la distance Terre-Lune est de 18 000 km, donc la Lune elle est en gravitation sans problème autour de la Terre, sans avoir de dislocation. Voilà les applications du principe fondamental de la dynamique dans les référentiels non galiléens. Il nous restera à voir un dernier chapitre de Méca qui n'a rien à voir sur les applications des actions de contact. On verra ce que vous connaissez un petit peu sur les moments d'inertie. C'est une partie qui est intéressante également, qui n'a rien à voir avec ces effets de marée. Voilà, vous regarderez un petit peu. Donc ça, c'est le programme de cette semaine. Vous avez ces deux chapitres. Donc premier chapitre, j'établis les expressions de formules de composition des vitesses et des accélérations. Et puis dans ce deuxième chapitre, c'est une application de tout ça. Effet de marée, déviation vers l'est, très souvent utiliser les objets. On revoit théorème du mouvement cinétique, PFD, dans ces référentiels non galiléens. Donc ça, c'est le programme de la semaine. Vous revoyez bien ces deux chapitres et vous me faites tous les exercices qui sont en lien avec ces deux chapitres. Dans le premier, vous avez les révisions de première année. Et puis dans ce deuxième, vous avez tous ces effets de marée. Je vous ai mis à la fois des analyses documentaires et puis des sujets plus conséquents. Voilà, c'est le boulot de cette semaine. La semaine prochaine, dernier chapitre de Méca et on entame la mécanique des fluides. Voilà, bon courage et restez à la maison.